14h sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-midi info. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, un homme de 88 ans est mort après avoir été tabassé dans la cave de son immeuble lundi. Les faits se sont déroulés à Bezons dans le Val d'Oise. 2 hommes, des frères, ont été interpellés. Les dernières précisions dans un instant avec Cécile Denrey. Il a fait jusqu'à moins 5 degrés aujourd'hui près de Nantes. Il pourrait faire moins 10 demain et le froid pourrait persister jusqu'à mardi. Alors que 3 nouvelles centrales nucléaires ont été remises en service, les Français espèrent éviter d'éventuelles coupures de courant cet hiver. Les plus inquiets, eux, prennent déjà leurs précautions. Corruption au sommet du Parlement européen. 5 personnes ont été interpellées pour des soupçons de corruption impliquant le Qatar. Parmi eux, l'eurodéputée grecque Eva Kaili, également vice-présidente de l'institution européenne. Les détails dans ce journal avec notre correspondant en Belgique, Michael Denut. Et puis France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde de foot. Un véritable choc. Les Bleus devraient commencer avec la même équipe que contre la Pologne. Anthony Reich, qu'on nous retrouverons sur place dans un instant, nous parlera de ce match qui est très attendu. D'abord donc cette histoire qui fait froid dans le dos, la très violente agression d'un homme de 88 ans à Bezons, c'est dans le Val d'Oise près de Paris. C'est sa femme qui avait découvert son mari lundi soir dans la cave de son immeuble, gisant au sol, le visage en sang. Il a succombé à ses blessures la nuit dernière. Aurore Villemur, Théo Touché et Anaïs Kroutz. Lundi soir, 18h, le retraité de 88 ans descend dans cette cave, chercher une bouteille de vin comme il en a l'habitude. 1 heure plus tard, sa femme, inquiète de ne pas le voir revenir, descend à son tour et croise un homme, assis sur un canapé. Elle lui demande s'il a vu son mari, mais l'homme ne répond pas et s'enfuit. La femme, elle, retrouve à quelques mètres de là son époux allongé sur le sol, défiguré, le visage ensanglanté. Les pompiers arrivent sur place, puis la police judiciaire prend le relais. Et en constatant la gravité des blessures du retraité, les enquêteurs comprennent rapidement que la piste accidentelle ne tient pas. 2 hommes sont alors interpellés, 2 frères, dont ce voisin croisé au sous-sol, âgé de 30 ans. Dans son appartement, des chaussures tachées de sang sont retrouvées. Et sur le canapé sur lequel il était assis, les enquêteurs retrouvent également une trace de sang. Son frère, qui souffre de problèmes psychiatriques, a lui aussi été interpellé puis interné. Un choc pour ce voisin qui les croisait régulièrement. Bon, quand on sortait à l'école, j'emmenais les enfants à l'école. Bonjour, ça va bien, bon courage, merci, toi aussi bon courage les petits pour l'école. Très convivial, très sympathique. Et oui, on n'a pas entendu de cris, de bruit, de sirènes, de police qui arrivaient d'un seul coup, rien du tout. La mère de Bezons, de son côté, a pu joindre les enfants et l'épouse du retraité, décédé cette nuit. Je lui ai dit qu'on était à ses côtés, elle et sa famille, qu'on était là pour l'accompagner. Je l'embrasse tendrement parce que c'est une dame que je connais, c'est une citoyenne investie dans sa ville et vraiment une belle personne. Le principal suspect était connu des services de police, notamment pour des faits de violence. Il y a 2 ans, dans un autre immeuble, il avait déjà roué de coups un habitant qui sortait ses poubelles. Avec nous, Cécile Denrey, grand reporter au service police-justice de BFM TV. Cécile, il aurait pu ne pas avoir d'enquête finalement. C'est grâce à la ténacité de la police judiciaire qu'on est remonté jusqu'à ses 2 frères. Exactement, parce qu'au moment où cette dame âgée découvre son mari au sol ensanglanté, c'est les pompiers qui arrivent sur place et le SAMU. Et le médecin du SAMU conclut un peu rapidement qu'il s'agirait d'une chute. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas d'enquête qui s'ouvre. Et c'est en fait le fils de ce couple de retraités qui travaille en lien avec le commissariat d'Argenteuil parce que il est fourriériste. Eh bien, ce fils, il va aller voir les policiers en disant mais enfin ça n'a aucun sens. Mon père, on n'a pas retrouvé ses lunettes, on n'a pas retrouvé la clé de la cave. Il était vraiment extrêmement amoché. Ça n'a pas de sens qu'il soit tombé. Eh bien, c'est grâce à ce signalement que les policiers vont ouvrir une enquête et immédiatement alerter la police judiciaire du Val d'Oise. À ce moment-là, le chef de la police, en voyant effectivement la photo de la victime, eh bien, se dira que c'est effectivement pas possible que ce soit simplement une chute et l'enquête va s'ouvrir. C'est vraiment la police judiciaire qui appelle le parquet et dit il faut ouvrir une enquête. Et mercredi matin, quand l'enquête s'ouvre, ils vont immédiatement sur place recueillir les preuves qui ont été détaillées dans le sujet
sujet à l'instant, à savoir des traces de sang sur un canapé dans le sous-sol, des chaussures ensanglantées, et ils vont pouvoir du coup mettre la main sur ces 2 suspects. Et derrière, il y a un travail aussi extrêmement minutieux qui est fait par un laboratoire d'analyse, par les relevés de la police technique et scientifique. On arrive à ce moment-là à avoir tout de suite l'analyse ADN de la chaussure et de savoir que c'est le sang de la victime qui se trouve sur les chaussures du suspect, et du coup à le faire avouer, parce qu'au départ il ne disait rien. Et donc c'est pour ça que la police judiciaire a vraiment fait un travail excellent dans cette affaire, et c'est important de le souligner, alors qu'il y a une réforme engagée en ce moment de la police judiciaire qui est susceptible de menacer un peu le travail des enquêteurs, comme ils nous le précisent. Cécile, qu'est-ce qu'on sait du profil de ces 2 frères ? Alors ce sont 2 personnes de nationalité française de 30 et 33 ans qui étaient défavorablement connues déjà des services de police pour des faits de violence, et notamment le présumé auteur des faits avait déjà roué de coups un voisin dans une autre ville du Val d'Oise alors qu'il sortait sa poubelle pour des faits totalement futiles. Donc c'était quelqu'un qui avait effectivement déjà des antécédents judiciaires. Merci beaucoup pour ces précisions, Cécile Denré. Agathe Lambré du service politique est également avec nous, parce qu'il y a déjà des répercussions à cette affaire, une récupération politique avec plusieurs réactions, notamment de l'extrême droite. Oui, 2 réactions. C'est d'abord Jordan Bardella, en fait, président du Rassemblement national, qui s'est engouffré dans ce fait divers horrible. Jordan Bardella qui tweete sur la thématique de l'ensauvagement, fonds de commerce du Rassemblement national depuis des années. Jean, 87 ans, est mort cette nuit après avoir été frappé jusqu'à en être défiguré. Il avait simplement demandé que l'on arrête de squatter les parties communes de son immeuble. Une énième victime silencieuse de l'ensauvagement qui ronge la France. Voilà pour le tweet de Jordan Bardella. Éric Zemmour, dans la foulée, a tweeté, candidat malheureux à la présidentielle, qui utilise régulièrement les faits divers pour exister, pour se faire entendre. On se souvient de la tentative de récupération d'Éric Zemmour dans l'affaire Lola. Éric Zemmour qui tweet « Quelle tragédie, ni nos enfants ni nos parents ne sont plus en sécurité dans notre pays. Toutes mes pensées vont vers la famille de cet homme tabassé à mort à 88 ans. » Pour l'instant, unique réaction à la droite de l'échiquier politique, donc pas de réaction de l'exécutif encore. Mais bien sûr, ces tweets de Jordan Bardella et d'Éric Zemmour visent à déjà imposer ce sujet dans l'actualité et à faire pression sur l'exécutif, sur le gouvernement qui a déjà la pression d'ailleurs, parce qu'un très récent sondage est là pour BFM TV montrait qu'une majorité, 67% des Français déclarent être de temps en temps ou souvent inquiets pour leur sécurité, un chiffre en hausse. Les Français qui se montrent aussi sévères sur l'action du gouvernement. 2 Français sur 3 estiment que la situation en matière de sécurité s'est dégradée dans notre pays ces dernières années. 79% des Français estiment que l'action du gouvernement n'est pas efficace. Et d'ailleurs, ce sondage montre aussi qu'aucune personnalité politique aussi n'obtient la confiance d'une majorité de Français sur les questions d'insécurité, signe aussi de la difficulté de ce sujet pour les politiques. Merci beaucoup Agathe, et nous reparlerons bien sûr de cette affaire dans notre prochain journal à 14h30. Dans l'actualité également, le froid qui s'installe ce week-end, on en attend jusqu'à moins 10 degrés demain par endroit, le froid qui devrait persister et même se renforcer et s'étendre à l'ensemble du pays. Nicolas Laurent et Aurélie Kielvo. Ils sont peu nombreux ce matin dans ce parc de Rouen à affronter ce froid glacial. Pour Mathilde et son enfant de 2 ans, la sortie sera courte. Les nombreuses couches de vêtements enfilées suffisent à peine. Là, il fait vraiment très très froid cette semaine, donc c'est vrai qu'on a plus couvert le petit et on s'est plus couvert nous aussi. Le petit, il a un bonnet, des grosses chaussettes, des bonnes baskets. Voilà, il y a la chancelière sur la poussette. Moins 2 degrés à Rouen ce matin. Mais c'est bien dans le Morbihan que les températures sont les plus basses. Malgré la présence du soleil, moins 7 degrés affichés au thermomètre. Un froid sec venu des pays nordiques et qui se généralise sur l'ensemble du pays. Avec des températures inférieures de 5 à 7 degrés par rapport au normal de saison. Il y a bien plus de 10 ans qu'on n'a pas eu un tel mois de décembre avec des fortes gelées et des chutes de neige. Donc oui, effectivement, une situation qui est un peu préoccupante, d'autant que ça risque de durer encore quand même pas mal de jours. Jusqu'à mardi, au moins. Seule la Côte d'Azur est épargnée. Ailleurs, des gelées sont attendues partout sur le territoire. Les températures pourraient ne pas dépasser les 0 degrés en journée et dans certaines régions comme l'Auvergne, frôler les moins 10 degrés.
Dans le Doubs, cette fois, c'est la neige qui s'est invitée sur les routes. Un avant-goût des épisodes neigeux attendus sur une grande partie du pays en milieu de semaine prochaine. Et la perspective des coupures de courant ou de gaz cet hiver préoccupe forcément les particuliers, mais aussi les entreprises. Certains ont d'ailleurs déjà, vous allez voir, commencé à s'organiser et à prendre leurs dispositions. Pour cause, la vente de certains produits sont déjà en forte hausse. Pauline Sarafi avec Pierre-Emmanuel Bessé et Caroline Bertolino. C'est un geste que ce vendeur répète plusieurs fois par jour. Réapprovisionner les rayons pris d'assaut par les clients. Au moment où la France s'attend à de nombreuses coupures de courant, les Français anticipent. Donc des tables de cuisson ou un réchaud plutôt orienté camping. On va avoir des lanternes à gaz, à pile et à batterie. C'est des produits qui sont en forte augmentation depuis une dizaine de jours. Et pour cause, ce magasin spécialisé a réalisé des ventes historiques cette semaine. Le produit phare, la lampe frontale, vendue habituellement l'été. Les clients viennent nous dire en cas d'avoir quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens si jamais il n'y a pas d'électricité. Autre objet en vogue, la bougie. Dans cette boutique, les vendeuses voient apparaître une nouvelle clientèle. C'est vraiment du cadeau en fait de base. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, venir juste pour allumer une bougie, ne pas avoir à allumer la lumière le soir ou de peur qu'il n'y ait plus d'électricité, c'est complètement nouveau. On n'est pas du tout habitué à ça. Peu importe la couleur, la forme ou la senteur, les Français ont surtout peur du noir. Mais pas de panique, ces commerçants assurent avoir réapprovisionné leur stock. On en vient à l'épidémie de Covid. La 9e vague est toujours en progression en France. Les derniers chiffres, 65 509 nouveaux cas. En 24 heures, un taux d'incidence de 607 et 6 952 hospitalisations sur 7 jours. Et pour la vaccination, du 1er au 7 décembre dernier, il y a eu plus de 67 000 rappels. Il y en avait eu plus de 41 000 la semaine précédente. Le ministre de la Santé, François Braun, appelle tous les Français à se faire vacciner. Dans les faits, si on a moins de 60 ans, est-il possible d'avoir un rendez-vous? Élément de réponse avec Nicolas Laurent, Mathias Tesson et Hugo Dorsemen. Bonjour, je voulais savoir si vous faisiez des vaccins Covid. Alors oui, on en fait, mais on a un délai de 3 semaines là, minimum. 3 semaines d'attente dans cette pharmacie pour une dose de rappel. À l'approche des fêtes et avec la recrudescence du nombre d'infections, certaines officines manquent de doses. Pour ce pharmacien, les consignes gouvernementales manquent de clarté. Je suis à 3 sur 3 sur mon pass et mon dernier truc remonte à plus de 6 mois. Est-ce que ça marche? Logiquement, même si vous n'êtes pas une personne censée être à risque. Ah, c'est pas clair. C'est pas clair. Okay. L'ordre des pharmaciens a demandé une clarification au gouvernement pour qu'on puisse étendre à tout le monde sans distinction. Il n'y a pas de réponse pour l'instant. D'ici 3 semaines, j'espère bien que la situation au niveau du gouvernement sera plus claire. Je pense que la question a été posée et je pense qu'ils attendent, je sais pas, je pense qu'il y a un problème de stock de vaccins, tout simplement, parce que sinon, ils ne peuvent peut-être pas dire qu'ils n'ont pas assez. Dans les 3 pharmacies parisiennes que nous avons testées, toutes ont accepté de vacciner notre journaliste. Mais l'appel du ministre de la Santé à un recours massif à la vaccination pose problème, selon Éric Millon. Aujourd'hui, tout le monde va avoir entendu que tout le monde peut se faire vacciner au bout de 6 mois. L'annonce se fait un vendredi. Nos commandes de stock de vaccins se font le lundi ou le mardi au plus tard. Nous n'aurons sûrement pas assez de stock de vaccins pour répondre aux besoins de la semaine prochaine. Ça va être compliqué, donc on sera d'office obligés, nous, de prioriser les publics. Certains professionnels dénoncent un manque d'anticipation du gouvernement. Pour l'heure, au niveau national, seuls 20% des plus de 80 ans ont reçu cette nouvelle dose de rappel. On en vient à présent à cette information, corruption au sommet du Parlement européen. Une vice-présidente de l'institution, la grecque Eva Kaili, a été interpellée hier soir à Bruxelles et évincée de son parti dans son pays. L'eurodéputé est soupçonné de corruption impliquant le Qatar, et ce en pleine Coupe du Monde de foot. Bonjour Mickaël Denutte, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. 4 autres arrestations ont également eu lieu ce matin. Que sait-on de ce dossier ? Eh bien, c'est un véritable coup de tonnerre ici à Bruxelles, dans le milieu européen, dans ce quartier ici derrière moi, en pleine Coupe du Monde, vous l'imaginez. La justice belge a en fait lancé une opération, une sorte d'opération main propre, retentissante. On sait que 5 personnes, dont une eurodéputée, ont donc été arrêtées. Des centaines de milliers d'euros ont été saisis en cash. On parle d'au moins 600 000 euros. Le Qatar est soupçonné d'avoir donc corrompu une partie de la politique européenne, soupçonné
d'arroser quelque part le Parlement européen en gazodollars pour influencer bien sûr la politique. 2 personnes publiques dont un ex-eurodéputé italien du groupe social-démocrate et un responsable de syndicat sont notamment dans l'œil de la justice belge. Et puis surtout donc la vice-présidente en exercice, la grecque Eva Kaili, a été privée de liberté. Des assistants, un responsable d'ONG sont soupçonnés également ici à Bruxelles. 17 perquisitions ont été menées hier, notamment c'est une enquête menée par le parquet fédéral belge. L'assistante aussi d'une eurodéputée belge, Maria Arena du Parti socialiste, est également visée. Des personnes qui sont bien sûr encore présumées innocentes, mais cette enquête fait en tous les cas scandale et grand bruit en plein mondial. Merci Michael Denut en direct de Bruxelles pour BFM TV. Bonjour Georges Malbruno, vous êtes grand reporter au Figaro, auteur de Qatar Papers. Cette question, pourquoi le Qatar a trouvé un intérêt, quel était son intérêt à influencer ces décisions économiques et politiques au Parlement européen précisément? Parce que le Qatar, c'est un mode opératoire qui ne lui est pas propre. D'ailleurs, d'autres pays du Golfe le font. Ils achètent de l'influence en s'attirant les bonnes grâces d'un certain nombre de députés donc européens, mais aussi, on l'avait révélé, nous, dans nos très chers émirs en 2016, des personnalités politiques françaises qui se voient proposer des cadeaux sous différentes formes. Et donc, oui, ils achètent de l'influence, mais ça, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, et c'est simplement, le Qatar, peut-être par rapport à ses voisins, le fait d'une manière assez extensive, si je puis dire. Mais moi, j'avais révélé en 2017 que Emmanuel Macron, lorsqu'il était allé à Doha en décembre de cette année-là, avait refusé les cadeaux que l'émir lui avait faits. Mais d'autres PSC, on l'a révélé aussi avec Christian Chesneau. Vincent Payon avait aussi refusé un cadeau. Bruno Dalle, l'ancien patron de Tracfin. Voilà. Et puis il y a ceux qui prennent les cadeaux mais qui les remettent au mobilier national, comme Bruno Le Maire ou un ancien haut gradé de l'armée française. Et puis il y a ceux qui les prennent. Et il y avait même ceux qui les réclamaient. Comme on le disait dans notre livre, nos très chers émirs. Donc voilà, le Qatar achète de l'influence comme ça, mais dans la corruption, vous savez, il faut être deux. Il y a le corrupteur et le corruptible. Donc s'ils le font, c'est que des personnes acceptent de jouer le jeu. Ce qui interroge aussi, Georges Malbruno, c'est le timing, parce que cette affaire, elle éclate en plein mondial de foot au Qatar. Est-ce que c'est un hasard, selon vous? Ça, je ne sais pas si c'est un hasard. Effectivement, c'est un petit peu suspect, alors que le Qatar, comme vous le savez, avait été très critiqué avant la Coupe du Monde pour les raisons que vous connaissez, sur le sort réservé aux travailleurs étrangers, etc. Qu'à la surprise générale, le Qatar s'acquitte très bien de l'organisation de cette Coupe du Monde, ça se passe bien. Mais oui, mais je pense pas comment dirais-je, je pense pas que ça change radicalement la donne. Il faut bien voir que c'est entre politique, aussi bien à Bruxelles qu'à Paris et ailleurs, c'est un secret de polichinelle. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une omerta autour de ce sujet. On n'en parle pas parce que beaucoup de personnes, probablement, sont concernées à des degrés divers. Et donc voilà, mais ça, effectivement, ça jette une ombre assez crue sur ce petit pays. Et justement, Georges Malbruno, là, on parle du cas du Parlement européen. Est-ce que d'autres institutions pourraient être concernées également par ces soupçons de corruption avec le Qatar ? Je vous dis, nous, dans notre livre en 2016, nos très chers émirs, on avait donné les noms d'un certain nombre de politiques qui s'étaient vus proposer des cadeaux, qui eux-mêmes réclamaient des cadeaux. Je veux dire, il n'y a pas de raison que le Parlement européen soit la seule instance concernée par cette pratique. Après, il faut le prouver, et donc c'est plus compliqué. Mais certes, Bruxelles est une plaque tournante, effectivement, de la politique, évidemment, européenne. Mais vous savez, c'était, je crois, le Sunday Times qui révélait cet été que le futur roi d'Angleterre avait touché 3 millions d'euros d'un dirigeant qatarien, Ahmad bin Jassem, l'ancien Premier ministre. Et ça a été corroboré par les services du prince Charles. Donc voilà, c'est une pratique déjà ancienne et qui effectivement est condamnable et qui doit être condamnée, mais qui existe encore.
Merci beaucoup, Georges Malbruno, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes donc grand reporter au Figaro, auteur de Qatar Papers aux éditions Brochet. Le Qatar, justement, on va y aller tout de suite pour la Coupe du Monde de foot. C'est le grand jour pour l'équipe de France qui affronte l'Angleterre en quart de finale. On en parle avec Anthony Reich. Bonjour Anthony, journaliste RMC Sport. La France est l'équipe que personne ne veut affronter. C'est ce qu'a dit John Terry, l'ancien capitaine de l'Angleterre, ancien capitaine de Chelsea également. Est-ce qu'on est pour autant favori de cette rencontre? J'ai envie de vous dire que c'est du 50-50. D'un côté, on a une équipe d'Angleterre qui est impressionnante depuis le début de la compétition. C'est l'une des meilleures attaques de cette Coupe du Monde avec 12 buts inscrits, une force de frappe offensive exceptionnelle menée par le capitaine Harry Kane, le joueur de Tottenham. Et puis un banc beaucoup plus profond que celui de l'équipe de France. Donc ils peuvent faire peur sur le papier. Mais en face, on a une équipe de France qui fait à nouveau peur justement depuis le début de cette Coupe du Monde. Et notamment grâce à Kylian Mbappé qui va être le facteur X de cette rencontre. Le seul petit bémol de nos champions du monde, c'est que la profondeur de banc est moins importante. Comme le dit depuis plusieurs jours Didier Deschamps, c'est vrai qu'il a son 11 de base, il leur fait confiance, ça devrait être le même 11 titulaire que lors du 8e de finale, mais derrière, il n'y a pas beaucoup de cartouches si ça se passe mal. On a un Kingsley Coman qui peut rentrer, mais c'est peut-être là où il peut y avoir un petit souci. En tout cas, ça peut être, on va dire, du 51-49 si Kylian Mbappé est dans un grand jour et qu'il débloque encore des situations impossibles. J'espère évidemment que ça va jouer en notre faveur. Un gros match donc en perspective avec, vous le disiez, le même 11 a priori que contre la Pologne côté bleu, et puis un Kylian Mbappé qui risque d'être traqué par les Anglais. Kylian Mbappé a été l'objet de toutes les attentions outre-Manche depuis le début de la semaine, même quand il a été un peu absent lors d'une séance d'entraînement cette semaine pour une simple récupération. Toute la presse anglaise a crié un peu au forfait, à la blessure, ça les aurait ravis, mais non, Kylian Mbappé sera bien là. Il y a eu des campagnes publicitaires anti-Kylian Mbappé dans les rues de Paris, en Angleterre aussi, dans la presse anglaise. Et effectivement, le staff anglais a mis en place un plan anti-Mbappé en s'inspirant d'un marquage sur Lionel Messi il y a quelques années de la part du club de Chelsea. C'est vous dire si Kylian Mbappé monopolise l'attention du staff anglais. Il y a même eu des photos où on voyait dans la presse anglaise tous les joueurs sur le terrain dans la zone de Kylian Mbappé côté gauche. C'est là où il évolue avec l'équipe de France. C'est vraiment le danger le plus important. Rio Ferdinand, une star du football anglais, un ancien joueur de Manchester United, disait que si l'Angleterre muselait Mbappé, le problème français était réglé. Il y a quand même d'autres cartouches en équipe de France, comme Griezmann, comme Olivier Giroud, évidemment, Ousmane Dembélé, qui peuvent aussi débloquer la situation. Merci beaucoup, Anthony Reich, journaliste RMC Sport. Avant donc cette Angleterre-France. Et puis, il y a un autre quart de finale. Juste avant, à 16h, le Maroc affronte le Portugal. Regardez, il y a déjà des supporters aux alentours du stade à Doha, des supporters portugais qu'on voit, marocains également. C'est un choc. Maroc, équipe quand même surprise à ce stade de la compétition, d'un mot, Anthony. Oui, une équipe qui a créé la sensation en sortant l'Espagne notamment, avec une force collective impressionnante, une défense hermétique, et ils sont en train de d'écrire l'histoire puisque c'est la première fois qu'ils vont à ce stade de la compétition et tout un peuple est derrière eux. Merci beaucoup Anthony pour ces précisions. Allez, restez avec nous dans quelques instants. On revient après une courte pause avec cette question: que s'est-il passé à Bezons, dans le Val d'Oise, en région parisienne? Un homme de 88 ans qui est décédé cette nuit après avoir été passé à tabac lundi soir dans la cave de son immeuble. 2 hommes sont suspectés. On vous donne tous les détails dans quelques instants. À tout de suite. BFM TV, première sur l'info et première sur le foot. Jusqu'au 18 décembre, dès 7h du matin, BFM TV est sur le terrain pour que vous soyez les premiers informés. Analyse, débrief, vous serez incollable sur tous les résultats et les enjeux de la compétition. Pour ne rien manquer de l'événement foot de l'année, rendez-vous sur BFM TV. Votre rendez-vous foot avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. La force des origines. Terre d'Hermès. Un simple geste suffit pour savourer le goût unique de notre mélange Illy, créé avec les 9 meilleures qualités de café Arabica. Découvrez l'arôme incomparable des capsules Illy, compatibles avec les machines à café Nespresso. Deliveroo présente, vous avez encore oublié le lait et vous n'avez vraiment pas envie d'y retourner. Heureusement, il y a Deliveroo. Faites-vous livrer vos courses en quelques minutes. On se fait un Deliveroo? Téléchargez l'appli et commandez.
Faire le bon choix, ce n'est pas toujours évident. Désolée. Hey! Salut. Je t'ai apporté du saumon fumé. Du Delpera? Excellent choix. Salage traditionnel et fumé en Normandie, Maison Delpera. Excellent choix. La Martinique, vous y êtes venu pour ses plages de rêve. Et elle vous a offert un nouveau paradis. Elle vous a offert une nouvelle nature, de nouvelles saveurs, de nouvelles sensations, de nouvelles traditions. Et au bout de votre voyage, elle vous a offert ce que vous n'étiez pas venu chercher. Une nouvelle famille. La Martinique, elle vous aime. LiveMeds, la première application de livraison de médicaments à domicile avec ou sans ordonnance, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. En 30 minutes, ils sont déjà là. Toc toc toc, voilà les médocs. LiveMeds. Abonnez-vous dès aujourd'hui à l'offre 100% numérique du Parisien. Profitez d'un accès illimité à nos contenus sur notre site et notre application. Offre exclusive Le Parisien, 100% numérique. 99 centimes le premier mois et sans engagement. Le Parisien, créez du lien. Pour les fêtes, avec Lindor, savourez un moment de pur bonheur. Un chocolat infiniment fondant. Lindor, par les maîtres chocolatiers Lindt. Ma copine Maya, elle est formidable. Toujours à fond pour essayer de protéger l'environnement. Et comme elle a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole, elle sait que son argent sert par exemple à financer des panneaux solaires dans notre ville. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Moi, j'avais vu un film, en fait. On voyait des femmes très formées, etc., avec un corps parfait. Moi, en fait, genre, je me dis dans ma tête, genre, pourquoi je suis pas comme elle? T'es trop grosse. Ouais, voilà, et toi, t'es trop une planche à pain, donc non, non. Moi, je suis sûre que la moitié des trucs, moi, c'est faux. Genre, c'est trop parfait pour être vrai, quoi. Ouais. Ouais. En plus, t'es obligé de regarder parce que sinon, après, tu te sens un peu discriminée par les autres. Ouais, à part, genre. Ouais. Quoi qu'ils en disent, les images ont toujours un impact. Aidons-les à ne pas subir. La météo avec Kaspersky. Votre vie en ligne est importante. La nouvelle solution Kaspersky protège les appareils contre toute menace. Kaspersky. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Et le pays est donc entré dans un épisode de froid accompagné de ces classiques phénomènes hivernaux, à savoir de la neige, du verglas et des températures évidemment bien basses. Donc aujourd'hui, une masse d'air qui a tendance à s'assécher. On a quand même pas mal d'instabilité sur la Corse, mais tout cela a tendance également à rentrer dans l'ordre. On retrouve donc quelques précipitations ici ou là, près des côtes de la Manche, normalement. Dans le courant de ces prochaines heures également, quelques flocons pourraient voltiger. Pour demain matin, beaucoup de grisailles au nord. Attention, des brouillards qui pourront être givrants. On verra les températures tout à l'heure. Localement, quelques flocons, toujours près des côtes de la Manche. Puis sur les régions du sud, c'est plutôt du soleil avec un vent très fort, vous le voyez, entre l'extrême sud-est et la Corse, notamment jusqu'à 100 km/h. Le risque d'avalanche qui reste très élevé sur les Alpes du Sud, soyez prudents. Dans le courant de l'après-midi, eh bien, on conserve alors de belles éclaircies sur la majeure partie du pays. On a quand même ces quelques nuages là qui arrivent accompagnés de pluie, le vent qui se maintient, Méditerranée. Et puis au nord, alors on pourrait avoir quelques flocons dans l'intérieur de la Bretagne, les Pays de la Loire, en remontant sur la Normandie, près des côtes de la Manche. Un ciel qui va rester bien chargé ici et toujours ce risque d'avalanche élevé. Sur les Alpes du Sud, alors les températures, les gelées qui s'étendent, qui s'accentuent aussi sur les régions du Nord. Regardez les valeurs au lever du jour. -8, ce sera pour Aurillac, -4 à Bourges, -7 à Clermont-Ferrand, -2 à Paris. On aura même -1 à Bordeaux, ainsi qu'à Montpellier. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures seront stationnaires, parfois pas de dégel. 0 degré dans le nord-est, 2 à Paris. Il fera 7 degrés seulement à Marseille.
C'était la météo avec Kaspersky. Votre vie en ligne est importante. La nouvelle solution Kaspersky protège les appareils contre toute menace. Kaspersky. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. 14h30 sur BFM TV, dans l'après-midi info, à la une aujourd'hui, que s'est-il passé à Bezons, en région parisienne? Un homme de 88 ans est décédé cette nuit après avoir été passé à tabac dans sa cave lundi soir. 2 frères sont suspectés. L'un a été incarcéré, l'autre interné en hôpital psychiatrique. Le point sur l'enquête en cours dans un instant. Le froid s'installe sur le pays ce week-end. On va en parler avec Sandra Larue dans un instant. Et avec ces températures qui chutent, certains Français sont encore contraints de vivre dans des passoires thermiques. Vous entendrez dans ce journal une habitante du Nord nous raconter son quotidien. France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde de football. Un véritable choc. Les Bleus devraient commencer avec la même équipe que contre la Pologne. On en parle dans cette édition. Mais tout d'abord, cette actualité, les suites judiciaires de ce drame survenu lundi soir à Bezons dans le Val d'Oise. Les 2 frères suspectés d'avoir roué de coups un homme de 88 ans dans sa cave avant qu'il ne décède cette nuit ont été placés en garde à vue. Antoine Forestier, vous êtes notre envoyé spécial. Vous êtes à Bezons, devant l'immeuble où se sont déroulés les faits. Que sait-on à l'heure actuelle de ce qu'il s'est passé sur place ? On sait que cet homme de 88 ans, lundi aux alentours de 19h, il descend dans sa cave pour chercher une bouteille de vin. À peu près 1 heure après, sa femme s'inquiète de ne pas l'avoir vu remonter. L'homme est retrouvé au sol. Il est retrouvé inconscient. Dans un premier temps, c'est la thèse de la chute qui est évoquée. Mais le lendemain des faits, le fils de la victime va voir les policiers et dit que selon lui, il s'agissait d'une agression. C'est la police judiciaire qui prend alors le relais sur cette enquête. Mercredi, ils ordonnent une perquisition ici chez un voisin et ils retrouvent à l'intérieur de cet appartement une chaussure avec des traces de sang. Des analyses sont faites et on s'aperçoit alors que le sang est bien le sang qui appartient à la victime. 2 hommes sont placés en garde à vue. L'un d'entre eux, âgé d'une trentaine d'années, va reconnaître les faits après 24 heures où il était resté silencieux. Il reconnaît auprès des policiers avoir frappé cet homme de 88 ans avec des coups de poing et des coups de pied. Lorsqu'on lui demande pourquoi, le motif, selon des sources policières, est assez fantaisiste. Il n'y a pas de véritable explication suite à cette agression. Cet homme, il a été placé en détention provisoire et depuis ce placement en détention provisoire, on a donc appris que la victime, âgée de 88 ans, avait donc succombé à ses blessures. Merci beaucoup Antoine Forestier, donc à Bezons pour BFM TV avec Caroline Bertolino. Dans la résidence où se sont déroulés les faits, les habitants, sous le choc, ne comprennent pas comment de tels actes ont pu avoir lieu. La maire PS de Bezons, Nesrine Menawara, décrit à notre micro un quartier habituellement paisible. Plutôt calme, relativement bien entretenue dans un parc HLM, donc c'est pas toujours simple, mais c'est une résidence effectivement, quand on se balade, elle est plutôt agréable à y vivre. La victime et son épouse vivent dans cette résidence depuis très longtemps, leurs enfants ont grandi dans cette résidence. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une vraie incompréhension de ce qui s'est passé, une vraie consternation, parce que ce matin les gens se disent mais qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi, comment ça a pu arriver dans cette résidence. Pour le moment, c'est plutôt la consternation et l'incompréhension, parce que comme vous l'avez bien décrit, le monsieur est descendu chercher une bouteille de vin dans sa cave et il n'est pas compréhensible qu'à un moment donné, il se retrouve victime d'un acte de barbarie. Donc non, aujourd'hui, nous n'avons pas plus d'informations. Moi, j'attends aujourd'hui d'avoir un éclaircissement pour comprendre ce qui s'est passé. J'attends aussi par la suite de la justice de faire preuve de la plus grande sévérité, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus acceptable d'avoir soit des repris de justice, soit ce genre d'actes aujourd'hui qui se perpétuent dans notre territoire, dans notre pays, dans des villes comme Bezons ou ailleurs. Alors après leur placement en garde à vue, l'un des 2 frères a été hospitalisé en psychiatrie et l'autre déféré cette nuit et incarcéré à la maison d'arrêt du Val d'Oise. Notre reporter Anaïs Kroutz a contacté l'avocat des suspects. Selon l'avocat des 2 frères que nous avons pu joindre ce matin, l'un de ces 2 hommes qui figure comme le principal suspect doit être déféré devant le parquet de Pontoise et présenter à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen dans ce dossier. Il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt du Val d'Oise. Son frère, qui lui aussi a été arrêté, est actuellement hospitalisé. D'après nos informations, il souffrirait de problèmes psychiatriques. On le rappelle, ces 2 hommes ont été interpellés puis placés en garde à
vue mercredi soir après cette agression d'un retraité de 88 ans dans la cave de cette résidence derrière moi. Pourquoi cette interpellation 48 heures après cette agression? Bien parce que tout d'abord, les pompiers, les médecins pensaient à une chute avant que la police judiciaire se saisisse de cette affaire. En effet, l'un des deux frères avait été vu à proximité de la scène de crime au moment des faits. Et puis, lors des perquisitions à leur domicile, des chaussures ont été retrouvées avec des traces de sang. D'après les analyses, ce sang sur ces chaussures appartient bien à la victime. Par ailleurs, à la fin de sa garde à vue, le principal suspect a donc avoué avoir frappé avec ses poings et ses pieds la victime. Qu'est-ce qui a pu le pousser à commettre un tel acte? On sait que ces deux frères sont très défavorablement connus des services de police. On ignore encore les raisons de cette agression qui ont donc conduit au décès de ce retraité de 88 ans. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les circonstances de ce drame. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce déchaînement de violence? Quel est le rôle de chacun des deux suspects? Les explications de notre consultant sécurité, Guillaume Fard. Il faudra préciser évidemment le mobile. Il y a eu la garde à vue, mais il n'y a pas que la garde à vue. Il y aura probablement des auditions aussi dans le cadre de l'information judiciaire. Pourquoi cet homme de 30 ans qui réside dans cet immeuble s'en est pris à lui avec une telle sauvagerie? Le rôle aussi de son frère qui reste à éclaircir. Il a été placé en garde à vue, puis ensuite interné d'office, parce que son état n'était pas compatible avec la garde à vue. Il tenait des propos très incohérents. Donc ça aussi, ça reste à élucider. En tout cas, cette enquête est allée vite et rapidement, ils ont mis en cause cet homme de 30 ans parce que lorsqu'il y a eu perquisition à son domicile, ils ont trouvé des effets personnels ensanglantés qui le désignent comme le principal suspect de cette agression. Désormais, on peut la caractériser agression mortelle. Il faudra préciser évidemment le mobile. Il y a eu la garde à vue, mais il n'y a pas que la garde. Dans l'actualité également, à 15h35 sur BFM TV, le froid, vous l'avez constaté, qui s'est installé et qui va s'intensifier. On est descendu jusqu'à moins 5 degrés aujourd'hui autour de Nantes. Bonjour Sandra Larue. Bonjour. La chute des températures va encore s'accentuer demain. On est bien en dessous des normales de saison. Oui, on est bien en dessous des normales de saison. Alors, des journées froides au mois de décembre, rien d'exceptionnel. Cela dit, des journées aussi froides, ça devient quand même de plus en plus rare depuis ces 10 dernières années. Donc en effet, le pays est entré dans cet épisode de froid avec une nouvelle descente d'air froid ce week-end. Vous en êtes déjà peut-être aperçu aujourd'hui. Oui. On avait jeudi et vendredi un indicateur thermique de 4 degrés. Un indicateur thermique, c'est une moyenne des températures jour et nuit sur une trentaine de stations. Donc il était de 4 degrés. Ce week-end, il passe entre 1 et 1,5 degrés, soit 5 degrés en dessous des normales de saison. Donc voilà les températures pour cet après-midi. Vous voyez, sur les régions du centre-est, du nord-est, 1 degré seulement. Donc ça reste très froid. Sur les régions du sud, ça a baissé aussi par rapport à hier. Et puis cette baisse va s'accélérer, s'intensifier, en tout cas s'étendre et s'accentuer au nord et s'étendre sur les régions du sud. Voilà le programme pour demain matin avec des gelées quasiment généralisées et donc de plus en plus basses. Moins 7 à Clermont-Ferrand, moins 8 à Aurillac, moins 6 à Limoges, moins 5 sur le nord-est, même moins 1 du côté de Montpellier, moins 3 à Toulouse. Bref, des températures très basses, des gelées généralisées. Demain après-midi, par endroit sur le nord-est, pas de dégel, 0 degré tout juste attendu du côté de Nancy ou encore Dijon, 1 degré à Strasbourg, 2 à Paris, 1 degré à Grenoble. Donc voilà, des valeurs qui restent très basses. Et ce n'est pas fini puisque lundi matin, vous voyez, ça continue. Ces températures extrêmement basses, ça s'accentue même sur les régions du nord, moins 5, moins 6 degrés sur le nord-est. Donc voilà, on reste dans ces valeurs extrêmement froides et dans le courant de l'après-midi, même chose. Alors à partir de mardi, on pourrait avoir petite remontée d'air doux par le sud du pays. On remonte dans les températures positives. Sandra, est-ce qu'il faut craindre des grosses chutes de neige ces prochains jours, comme celles qui avaient pu paralyser notamment cette autoroute en Lozère le week-end dernier? Alors, la masse d'air ce week-end, ça sèche. Donc, a priori, pour ce week-end, globalement, la tendance est plutôt à l'amélioration. On avait des pluies soutenues sur la Corse, mais tout cela s'évacue maintenant vers l'est. On a encore quelques flocons, mais vraiment en atténuation par rapport à cette journée d'hier, notamment avant-hier. Demain matin, quelques flocons qui pourront voltiger près des côtes normandes, mais a priori, pas de quoi s'inquiéter. Un risque d'avalanche élevé sur les Alpes du Sud, mais un temps sec, vous le voyez, sur les régions du Sud. En revanche, c'est ce que je vous disais, donc dans l'après-midi, même chose. On pourra avoir quelques flocons entre les pays de la Loire et en montant sur la Normandie, mais pas d'inquiétude. En revanche, ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce qui va se passer, non pas lundi, même si on pourrait avoir entre la Normandie et le bassin parisien quelques flocons. Ce qu'il va surtout falloir surveiller, c'est ce qui va se passer quand on va passer dans un flux de sud. Sur les régions du Sud, on a des remontées de Méditerranée. Et dans ce flux, eh bien, les pluies en arrivent
arrivant au contact de l'air froid qui sera présent, donc vous le voyez sur les régions centrales, vraiment au sud de la Seine, on pourrait avoir ici ou là, oui, quelques flocons en pleine. Donc il faudra vraiment suivre la situation au jour le jour. Les prévisions sont assez difficiles à affiner, à faire. Voilà, quelques flocons qui gagnent du terrain aussi pour la journée de mercredi. Donc une semaine hivernale avec des températures qui restent basses, mais vous le voyez, qui remontent quand même sur les régions du sud pour ce milieu de semaine prochaine. Merci pour ces détails, Sandra Larue. Ces conditions météo nous amènent donc à nous demander si nos centrales nucléaires vont être suffisamment fonctionnelles pour nous éviter des coupures d'électricité. Ça a été évoqué comme une option par le gouvernement. Bonjour Thierry Brosse, vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. 3 centrales ont été remises en service hier, ce qui porte donc à 40 sur 56 le nombre de centrales actuellement fonctionnelles. Est-ce que c'est suffisant pour faire face à une éventuelle offensive du froid ? Bonjour, c'est nécessaire, mais malheureusement peut-être pas suffisant. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, dans l'histoire, sur les quelques dernières années, on avait 5 gigawatts de plus par rapport à ces 40 gigawatts, donc quelque chose comme 10% de plus. Et ces 5 gigawatts qui nous manquent par rapport à l'historique des quelques dernières années, c'est exactement ce qu'on importe en ce moment. Donc oui, on est dépendant des importations de nos voisins pour faire cet équilibre et on le sera tout l'hiver. Reste à savoir si, encore une fois, l'hiver sera très froid. Alors pour le moment, pour le mois de décembre, on peut imaginer que les coupures, c'est quelque chose qui ne se fera pas, mais en janvier, la question reste posée. Il y a une question qui se pose quand même d'une façon générale. Comment un pays comme la France, qui est je crois le 2e parc nucléaire mondial, a-t-il pu en arriver à craindre des coupures d'électricité ? Écoutez, c'est une gribouille énergétique des 10 dernières années. C'est effectivement quand pendant 10 ans vous avez pris les mauvaises décisions politiques au niveau énergétique, on en arrive là. Pendant 10 ans, on a pensé que la sobriété énergétique heureuse nous permettait de fermer Fessenheim et de fermer des centrales thermiques pour perdre cette flexibilité. Eh bien, nous avons perdu la flexibilité et donc nous en sommes là. Et il va falloir reconstruire et ça va prendre longtemps, très longtemps. Alors nous sommes actuellement en éco-watt vert, on scrute maintenant ce nouvel indicateur au quotidien. On a failli frôler l'orange. Qu'est-ce que ça aurait été la différence ? Qu'est-ce que c'est quand on passe en éco-watt orange, la difficulté ? C'est surtout quand on risque de passer en éco-watt rouge, ou alors à ce moment-là, vous avez un risque de délestage qui pourrait se généraliser. Je crois que ce que les Français sont en train de comprendre, c'est que le monde dans lequel on a vécu ces 10, 20, 30 dernières années, sur lequel la sécurité d'approvisionnement énergétique était garantie, n'est plus ce monde-là. Et donc, il va falloir comprendre comment est-ce qu'on veut faire pour les prochaines années, mais aussi pour la prochaine décennie. Est-ce qu'on veut rester dans ce monde-là où on sera obligé de regarder le éco-watt tous les hivers, ou est-ce qu'on va finalement lancer de grands programmes pour produire plus ? Produire plus d'énergie, c'est compliqué, ça a toujours des effets secondaires, et donc il va falloir qu'on soit d'accord sur ce que l'on veut produire chez nous, ce que l'on veut produire ailleurs, et puis comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'énergie décarbonée et bon marché. Autrement, il n'y aura pas de croissance en France. Merci beaucoup Thierry Brosse d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. Merci d'avoir été avec nous. Les températures vont continuer à baisser, on l'a dit, jusqu'à mardi, et un véritable cauchemar du coup pour les familles qui vivent dans ces logements qualifiés de passoires thermiques. Écoutez ces témoignages, Pierre Humez, Pauline Delevoye et Pierre-Henri Holderbaum. Chaque soir, c'est le même rituel en rentrant du travail. Enfiler un pull et se mettre sous une couverture devant la télévision. Donc là, la soirée, avec donc chacun sa couverture. Plus la température baisse à l'extérieur, plus il fait froid à l'intérieur de chez Anne-Sophie. Dans le salon, il fait 18 degrés. La raison, son appartement est une passoire thermique. C'est des fenêtres qui sont un petit peu de l'époque, un peu vétustes, qui ne sont pas entretenues. Et du coup, on a dû mettre des scotch. Vous pouvez toucher, on a l'impression que, sincèrement, vous ouvrez la fenêtre, c'est la même sensation. Tout bête, vous voyez, voilà. Mettez votre main, c'est que de l'air. Et l'air frais entre partout. Alors pour éviter d'avoir froid dans les chambres, Anne-Sophie nous donne ses astuces. Donc déjà, on ferme la porte, parce que pour mettre un maximum de chaleur, on allume le chauffage. Donc je le règle à 22. Sans chauffage, la pièce ne dépasse pas les 14 degrés. Une fois allumée, on atteint timidement les 18 degrés. Alors la mère de famille va superposer les couvertures sur le lit et faire porter plusieurs couches de vêtements à son fils.
Les polaires, pas le choix, les polaires de montagne. Et puis il va dormir comme ça, avec donc les chaussons et les chaussettes. Une situation similaire chez tous les voisins d'Anne-Sophie. Après plusieurs courriers d'alerte envoyés au bailleur, ce dernier n'a jamais donné suite. Dans l'actualité également, on part en Ukraine avec cette déclaration, on parle de la guerre en Ukraine, mais cette déclaration depuis le Kyrgyzstan du président Vladimir Poutine, président russe, qui, lors d'une visite, a déclaré qu'il était prêt à négocier avec l'Ukraine. Il nous faudra trouver un accord, a-t-il dit, notamment au final. Voilà pour les déclarations du président. J'ai déjà dit que nous sommes prêts à ces arrangements, nous sommes ouverts, mais cela nous oblige à réfléchir pour savoir à qui nous avons affaire. Benoît Ballet, vous êtes notre envoyé spécial à Pokrov, dans le Donbass, où la Russie a décidé, de ce côté-là, d'envoyer ses chars les plus modernes en activité. Benoît, comment les Ukrainiens réagissent-ils à ces propos de Vladimir Poutine ? Écoutez, les Ukrainiens font peu de cas de ces nouvelles déclarations parce qu'ils voient bien que d'un jour à l'autre, Vladimir Poutine déclare qu'il faudra un accord. Le jour précédent parle de frappe inévitable sur l'infrastructure énergétique, déclare qu'il ira jusqu'au bout de cette guerre. Donc ils ne font, plus attention aux propos du président russe. Ce qu'ils croient, les Ukrainiens, c'est ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est que plusieurs régions sont toujours envahies, occupées par l'armée russe. Et ils ne veulent pas, si vous voulez, laisser leurs compatriotes de ces régions occupées. On parle encore d'une partie de la région de Kherson, de Zaporizhia, de Kharkiv, de Louhansk et de Donetsk, être encore occupés par les Russes qui ont donc envahi ces territoires au 24 février dernier. Ces Ukrainiens sont exactement dans la même ligne que le pouvoir, puisque Volodymyr Zelensky a toujours dit jusqu'ici qu'il voulait à tout prix récupérer les territoires qui avaient été conquis par les Russes, y compris la région de Donetsk et la Crimée en 2014. Et d'ailleurs, un de ses conseillers s'est exprimé un petit peu plus tôt aujourd'hui, Oleksiy Danilov, qui est le secrétaire du Conseil national de défense et de sécurité de l'Ukraine, a déclaré qu'il n'était absolument pas question de s'asseoir pour négocier avec Vladimir Poutine, que si le président du Kremlin voulait se rendre, eh bien, il n'avait qu'à le faire debout. Voilà, qui résume assez bien la situation ici en Ukraine. Merci beaucoup Benoît Ballet en Ukraine pour BFM TV. Général Pellistrandi est avec notre consultant défense. Est-ce qu'il faut croire Vladimir Poutine? Est-il vraiment prêt à négocier? Il faut rester très prudent puisque en fait, depuis le début de la guerre, il a toujours dit qu'il était prêt à négocier. Mais au début, c'était plutôt que les Ukrainiens capitulent. Donc oui, il y a une espèce d'ouverture, mais on ne sait pas du tout dans quels objectifs, et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il met sur la table donc pour ouvrir des négociations. Une autre information qui concerne la Russie, le CIO voudrait explorer des moyens de réintégrer les sportifs russes et bélarusses bannis des compétitions internationales depuis la fin février. C'est ce qu'a assuré Thomas Bach, le président du comité international olympique. Si ça se confirme, ce serait assez dingue alors que la guerre se poursuit. Oui, bien sûr, et donc c'est toujours la problématique, mais très ancienne, la politisation des grands moments, des grands événements sportifs. Il est clair que les déclarations de Thomas Bach tombent à un moment qui est quand même très ambigu, puisqu'on est en pleine guerre, il n'y a pas de négociation réellement en perspective. Donc il ouvrirait une porte en disant il ne faut pas que les athlètes soient punis. Or, on sait très bien que la Russie, comme d'autres régimes, instrumentalise le sport à des fins politiques, donc beaucoup d'ambiguïté, et il faudra suivre les conséquences de cette déclaration. Merci beaucoup, Général Pellistrandi, pour toutes ces précisions. Tout de suite, la météo. La météo avec Kaspersky. Votre vie en ligne est importante. La nouvelle solution Kaspersky protège les appareils contre toute menace. Kaspersky. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Et le pays est donc entré dans un épisode de froid accompagné de ces classiques phénomènes hivernaux, à savoir de la neige, du verglas et des températures évidemment bien basses. Donc aujourd'hui, une masse d'air qui a tendance à s'assécher. On a quand même pas mal d'instabilité sur la Corse, mais tout cela a tendance également à rentrer dans l'ordre. On retrouve donc quelques précipitations ici ou là, près des côtes de la Manche, normalement. Dans le courant de ces prochaines heures également, quelques flocons pourraient voltiger. Pour demain matin, beaucoup de
grisaille au nord. Attention, des brouillards qui pourront être givrants. On verra les températures tout à l'heure. Localement, quelques flocons, toujours près des côtes de la Manche. Puis sur les régions du sud, c'est plutôt du soleil avec un vent très fort. Vous le voyez, entre l'extrême sud-est et la Corse, notamment jusqu'à 100 km/h. Le risque d'avalanche qui reste très élevé sur les Alpes du Sud. Soyez prudents. Dans le courant de l'après-midi, eh bien, on conserve alors de belles éclaircies sur la majeure partie du pays. On a quand même ces quelques nuages là qui arrivent accompagnés de pluie. Le vent qui se maintient, Méditerranée. Et puis au nord, alors on pourra avoir quelques flocons dans l'intérieur de la Bretagne, les Pays de la Loire, en remontant sur la Normandie, près des côtes de la Manche. Un ciel qui va rester bien chargé ici et toujours ce risque d'avalanche élevé. Sur les Alpes du Sud, alors les températures, les gelées qui s'étendent, qui s'accentuent aussi sur les régions du nord. Regardez les valeurs au lever du jour. -8, ce sera pour Aurillac, -4 à Bourges, -7 à Clermont-Ferrand, -2 à Paris. On aura même -1 à Bordeaux, ainsi qu'à Montpellier. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures seront stationnaires, parfois pas de dégel. 0 degré dans le nord-est, 2 à Paris. Il fera 7 degrés seulement à Marseille. C'était la météo avec Kaspersky. Votre vie en ligne est importante. La nouvelle solution Kaspersky protège les appareils contre toute menace. Kaspersky. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Tout de suite, le mondial de foot au Qatar. Votre rendez-vous foot avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. Retrouvez votre rendez-vous avec Malo. Yaourt, fromage frais et dessert de tradition française depuis 1948. Malo, le bonheur est dans le pot. Programme des quarts de finale aujourd'hui, Maroc-Portugal à 16h et France-Angleterre à 20h. C'est le dernier quart de finale, France-Angleterre, et c'est sans doute le plus attendu. Sonia Carneiro, vous êtes notre envoyée spéciale à Doha. Quelques 4000 supporters français sont attendus pour soutenir les hommes de Deschamps. Le double côté anglais. Comment on se prépare chez les fans français ? Eh bien c'est vrai, la tension monte ici à Doha à quelques heures du coup d'envoi de ce quart de finale entre la France et l'Angleterre. Je suis ici avec Alexandre et Ismail, arrivés hier pour ce match, pour ce quart de finale. Alors dites-nous, Alexandre et Ismail, comment vous vous sentez avant ce match ? On est super chaud, on va renvoyer les Anglais chez eux. On n'a pas dormi, on est venu là exprès pour voir le match. On les renvoie à la maison. Exactement, et allez la France, allez la France. Ça va le faire face grave le faire. Les Anglais vont rentrer dès ce soir chez eux. On va gagner 3-1. On espère. Ça va le faire. Génial. Et but de Giroud, de Mbappé. Ah, cette tête de noisette, qu'est-ce qu'on l'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ismail Alexandre. Vous le voyez, les supporters de l'équipe de France sont prêts ici pour ce quart de finale. Ça va être un très beau match. C'était votre rendez-vous foot avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. C'était votre rendez-vous avec Malo. Yaourt, fromage frais et dessert de tradition française depuis 1948. Malo, le bonheur est dans le pot. Restez avec nous sur BFM TV. Dans le journal de 15h, nous reviendrons sur cette agression d'un homme de 88 ans à Besançon. Il a été agressé sauvagement dans la cave de son immeuble lundi. Il est décédé cette nuit des suites de ses blessures. On va y revenir dans un instant. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur BFM TV. C'est l'heure de 22h max. Pendant 2 heures, nous allons faire le tour de toutes les actualités de ce jour avec évidemment toute l'équipe, tous nos chroniqueurs. Et pour commencer, une première déclaration du président de la République. Let me introduce me. Just be you. Lenovo Yoga. Tout commence avec un regard, un sourire, une idée. Et lorsque cette idée nous transporte, avec jusqu'à 419 km d'autonomie, c'est le début d'une belle histoire, non ? Nouvelle ID Buzz, générateur de sourires. La nuit de
l'homme, l'eau de toilette et l'homme, l'eau de parfum. La nouvelle intensité. Yves Saint Laurent. Vous avez commandé Deliveroo. Votre pizza est en chemin, vous dansez de joie. Quoi? Déjà là? Pizza. On se fait un Deliveroo. Bonjour Laura. On a été sage? À Noël, Bouygues Télécom vous offre le plus beau des numéros. Écrivez au Père Noël sur WhatsApp et recevez sa réponse en vidéo. So call me maybe. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Parier, c'est pas forcément gagner. C'est pas forcément le moment. Parce que parier, c'est parfois ne pas parier. Gérez vos limites de paris avec l'application Parions Sport en ligne. Parions Sport, nous sommes les parieurs. Difficile d'avoir le meilleur de la tech quand on ne veut pas y mettre le prix. Heureusement, avec Trendline, pas besoin de faire de compromis. Profitez de prix futés pour économiser sur vos trajets en train avec correspondance. Trendline, l'app de réservation de train qui a un train d'avance, même sur les prix. Dyson détecte la poussière invisible à l'œil nu sur les sols durs. Et son puissant moteur hypertinium capture les particules microscopiques. Pour un intérieur plus propre et plus hygiénique. Dyson révèle la poussière invisible dans le format qui vous convient. Une station d'accueil de 125 € offerte pour l'achat d'un aspirateur Dyson V12. Jolie voiture. C'est vert. C'est bleu. Non, il a raison, c'est vert. Allons-y. Fiat anticipe le futur bonus écologique de 7 000 € dès maintenant et pour tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 dès 129 € par mois sans condition de reprise. La force des origines. Terre d'Hermès. Un simple geste suffit pour savourer le goût unique de notre mélange Illy, créé avec les 9 meilleures qualités de café Arabica. Découvrez l'arôme incomparable des capsules Illy, compatibles avec les machines à café Nespresso. Oh, hey there, darling, I count on you. The road is long and I'm scared what I might find. I'll be safe with you by my side. Ain't nothing out there can take it stride. I know you hold me up so I can fly. Produire et autoconsommer votre électricité est devenu possible. Groupe Verlaine vous propose pour les fêtes de fin d'année une offre exceptionnelle d'un puissant kit photovoltaïque de 3 kg pour 7 900 €, le 6 kg pour 14 900 € et le 9 kg pour 19 900 €. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Dans les profondeurs du Fort des Rousses, des voûtes de pierre exceptionnelles révèlent, avec le temps, les saveurs des comtés Juraflore. Des caves uniques au monde qui donnent au comté Juraflore tout le caractère d'un grand comté. Juraflore, les grands comtés, meilleur fromage au monde 2022. L'allure. Souvent, ça ne tient à rien. Mais ça fait toute la différence. C'est savoir prendre le temps, même quand on est en retard. C'est transformer un simple créneau en une arrivée remarquée. Et même faire oublier que l'on s'est fait attendre. Peugeot 3008. Avoir de l'allure, ça fait toute la différence. À Noël, soyez entre vous ou là où on a besoin de vous. Je suis au travail. Soyez je m'en foutiste. La déco de mon mec. Soyez impatient.
très impatient. Soyez surprenant. Quel que soit votre Noël, SFR sera à vos côtés. Joyeux Noël. SFR, soyez vous. Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité à 15h. Un homme de 88 ans est mort après avoir été tabassé dans la cave de son immeuble lundi. Les faits se sont déroulés à Bezons, dans le Val d'Oise. 2 hommes, des frères, ont été interpellés. Les dernières précisions dans un instant avec Cécile Denré. Il a fait jusqu'à moins 5 degrés ce matin près de Nantes. Il pourrait faire moins 10 degrés demain et le froid pourrait persister jusqu'en début de semaine. Alors que 3 nouvelles centrales nucléaires ont été remises en service, les Français espèrent éviter d'éventuelles coupures de courant. Les plus inquiets, eux, prennent déjà leurs précautions. Corruption au sommet du Parlement européen. 5 personnes ont été interpellées pour des soupçons de corruption impliquant le Qatar. Parmi eux, l'eurodéputée grecque Eva Kaili, également vice-présidente de l'institution européenne. Les détails dans ce journal avec notre correspondant en Belgique, Michael Denutte. Et puis France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde de football. C'est ce soir à 20h un véritable choc. Les Bleus devraient commencer avec la même équipe que contre la Pologne. Nous serons avec Anthony Reich dans un instant. On commence d'abord avec cette histoire qui fait froid dans le dos, la très violente agression d'un homme de 88 ans à Bezons, c'est dans le Val d'Oise, près de Paris. C'est sa femme qui avait découvert son mari lundi soir dans la cave de son immeuble, gisant au sol, le visage en sang. Il a succombé à ses blessures la nuit dernière. Aurore Villemur, Théo Touché et Anaïs Kroutz. Lundi soir, 18h, le retraité de 88 ans descend dans cette cave, chercher une bouteille de vin comme il en a l'habitude. 1 heure plus tard, sa femme, inquiète de ne pas le voir revenir, descend à son tour et croise un homme, assis sur un canapé. Elle lui demande s'il a vu son mari, mais l'homme ne répond pas et s'enfuit. La femme, elle, retrouve à quelques mètres de là son époux allongé sur le sol, défiguré, le visage ensanglanté. Les pompiers arrivent sur place, puis la police judiciaire prend le relais. Et en constatant la gravité des blessures du retraité, les enquêteurs comprennent rapidement que la piste accidentelle ne tient pas. 2 hommes sont alors interpellés, 2 frères, dont ce voisin croisé au sous-sol, âgé de 30 ans. Dans son appartement, des chaussures tachées de sang sont retrouvées. Et sur le canapé sur lequel il était assis, les enquêteurs retrouvent également une trace de sang. Son frère, qui souffre de problèmes psychiatriques, a lui aussi été interpellé puis interné. Un choc pour ce voisin qui les croisait régulièrement. Bon, quand on sortait à l'école, j'emmenais les enfants à l'école. Bonjour, ça va bien, bon courage, merci, toi aussi bon courage les petits pour l'école. Très, très convivial, très sympathique. Et lui, on n'a pas entendu de cris, de bruit, de sirènes, de police qui arrivaient d'un seul coup, rien du tout. La mère de Bezons, de son côté, a pu joindre les enfants et l'épouse du retraité, décédé cette nuit. Je lui ai dit qu'on était à ses côtés, elle et sa famille, qu'on était là pour l'accompagner. Je l'embrasse tendrement parce que c'est une dame que je connais, c'est une citoyenne investie dans sa ville et vraiment une belle personne. Le principal suspect était connu des services de police, notamment pour des faits de violence. Il y a 2 ans, dans un autre immeuble, il avait déjà roué de coups un habitant qui sortait ses poubelles. Avec nous, Cécile Denré, grand reporter au service police-justice de BFM TV. Alors, une enquête a été ouverte, mais ça aurait pu ne pas être le cas. C'est grâce à la ténacité de la police judiciaire si on en est là. En effet, parce qu'au moment où cette femme se rend compte que son mari est blessé, elle appelle les secours et le SAMU arrive. Le médecin du SAMU conclut assez rapidement qu'il s'agit, selon lui, d'une chute qui serait à l'origine des blessures de cet homme de 88 ans. Or, la gravité des blessures inquiète le fils de ce couple qui travaille dans une fourrière non loin du commissariat d'Argenteuil, et donc il va voir les policiers en s'inquiétant, en notant d'ailleurs des bizarreries dans cette affaire. Les lunettes de son père avaient disparu, la clé de la cave n'était pas non plus retrouvée, donc les policiers ils vont ouvrir une enquête et quand le chef de la police judiciaire va recevoir les photos et voir la gravité effectivement des blessures de cet homme âgé, il va alerter immédiatement le parquet, ouvrir une enquête dès mercredi, et à ce moment-là, ils vont se rendre tout de suite sur place parce qu'il faut aller très très vite dans ces affaires-là pour notamment relever des preuves, et en perquisitionnant le domicile de ces 2 frères, dont l'un avait été aperçu par l'épouse de cette victime, eh bien ils vont trouver des chaussures avec des traces de sang. Et ensuite un
labo technique à Nantes va agir aussi très rapidement pour pouvoir, alors que ce présumé auteur des coups est en garde à vue, pour pouvoir dire que effectivement le sang appartient à la victime, le sang qui se trouve sur les chaussures. Et c'est comme ça qu'il passera aux aveux, parce que pendant 24 heures, il n'avait rien dit, mais confronté à ces éléments techniques, eh bien, il a dit finalement être l'auteur de ces coups. Il est donc mis en examen pour meurtre, parce que cet homme est donc décédé cette nuit à l'hôpital d'Argenteuil. Donc vous voyez, c'est vraiment parce que la police judiciaire a agi très rapidement, a demandé à se saisir de cette affaire, parce que la police technique et scientifique aussi a fait des relevés très, très rapides, que tout a pu eh bien, fonctionner et révéler qu'il ne s'agissait pas là d'un accident, mais bien d'une affaire de meurtre. Et c'est une affaire qui mérite d'être saluée, en tout cas le travail des enquêteurs de la police judiciaire qui subit une réforme actuellement, et cette police qui s'inquiète justement pour son avenir. Cécile, que sait-on du profil de ces deux frères qui ont été arrêtés ? On sait que ce sont des hommes de nationalité française, de 30 et 33 ans, qui avaient tous deux déjà eu affaire à la police. Ils avaient des antécédents d'affaires de violence, notamment. L'un d'eux avait, dans une autre ville du Val d'Oise, porté des coups à un voisin qui sortait sa poubelle pour des motifs complètement futiles. Donc, il avait déjà agi d'une manière relativement similaire. Agathe Lambré du service politique est avec nous également, puisqu'il y a eu une politisation justement de cette affaire, avec déjà quelques réactions du côté de l'extrême droite. Oui, 2 réactions, et c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui s'est engouffré dans ce fait divers, le premier, sur la thématique de l'ensauvagement, un thème cher au Rassemblement national depuis des années. Le tweet de Jordan Bardella: Jean, 87 ans, est mort cette nuit après avoir été frappé jusqu'à en être défiguré. Il avait simplement demandé que l'on arrête de squatter les parties communes de son immeuble de Besançon. Une énième victime silencieuse de l'ensauvagement qui ronge la France. Ensuite, c'est Éric Zemmour qui s'est engouffré dans ce fait divers, candidat malheureux à la présidentielle, qui tente aussi d'exister en commentant régulièrement les faits divers. On se souvient de sa tentative de récupération de l'affaire Lola. Le tweet d'Éric Zemmour: quelle tragédie, ni nos enfants ni nos parents ne sont plus en sécurité dans notre pays. Toutes mes pensées vont vers la famille de cet homme tabassé à mort à 88 ans. Pour l'instant, ces réactions donc à la droite de l'échiquier politique, pas de réaction de l'exécutif, mais ces tweets de Jordan Bardella et d'Éric Zemmour visent à imposer ce sujet dans le débat et visent à mettre la pression aussi sur le gouvernement qui a déjà la pression. Un récent sondage Elab montrait qu'une majorité de Français, 67% des Français, déclarent être de temps en temps ou souvent inquiets pour leur sécurité. Or, ces Français, ils sont sévères aussi vis-à-vis de l'action du gouvernement. 79% estiment que l'action du gouvernement n'est pas efficace. Mais finalement, aucune des personnalités politiques n'obtient la confiance d'une majorité de Français sur ce sujet de l'insécurité. Signe aussi de la difficulté pour nos représentants d'aborder ce sujet. Merci beaucoup à toutes les deux. Nous reparlerons de cette affaire dans le journal de 15h30. Dans l'actualité également, le froid qui s'installe ce week-end. On attend jusqu'à moins 10 degrés demain par endroit. Et cet après-midi, on voit certaines températures très basses. Vous le voyez, 0 degré à Langres, 1 à Besançon, 1 à Nevers notamment. Le froid qui va persister et même se renforcer et s'étendre à l'ensemble du pays. Nicolas Laurent et Aurélie Kialbo. Ils sont peu nombreux ce matin dans ce parc de Rouen à affronter ce froid glacial. Pour Mathilde et son enfant de 2 ans, la sortie sera courte. Les nombreuses couches de vêtements enfilées suffisent à peine. Là, il fait vraiment très très froid cette semaine. Donc c'est vrai qu'on a plus couvert le petit et on s'est plus couvert nous aussi. Le petit, il a un bonnet, des grosses chaussettes, des bonnes baskets. Voilà, il y a la chancelière sur la poussette. Moins 2 degrés à Rouen ce matin. Mais c'est bien dans le Morbihan que les températures sont les plus basses. Malgré la présence du soleil, moins 7 degrés affichés au thermomètre. Un froid sec venu des pays nordiques et qui se généralise sur l'ensemble du pays, avec des températures inférieures de 5 à 7 degrés par rapport au normal de saison. Il y a bien plus de 10 ans qu'on n'a pas eu un tel mois de décembre avec des fortes gelées et des chutes de neige. Donc oui, effectivement, une situation qui est un peu préoccupante, d'autant que ça risque de durer encore quand même pas mal de jours. Jusqu'à mardi, au moins. Seule la Côte d'Azur est épargnée. Ailleurs, des gelées sont attendues partout sur le territoire.
Les températures pourraient ne pas dépasser les 0 degrés en journée et dans certaines régions comme l'Auvergne, frôler les moins 10 degrés. Dans le Doubs, cette fois, c'est la neige qui s'est invitée sur les routes. Un avant-goût des épisodes neigeux attendus sur une grande partie du pays en milieu de semaine prochaine. Il y a actuellement un redémarrage des centrales nucléaires. EDF a annoncé en effet atteindre les 40 réacteurs disponibles. 16 sont donc encore à l'arrêt. L'objectif, c'est 42 unités disponibles. Bruno Le Maire a dit hier passer l'hiver sans difficulté et sans coupure est à notre portée. Un avis partagé par Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en physique nucléaire au CNAM. La consommation des Français et des industriels a pas mal baissé. Donc on est moins, on a un peu moins peur. Et puis surtout, les centrales nucléaires reviennent les unes après les autres sur le réseau. On est aujourd'hui avec 40 réacteurs sur le réseau qui délivrent une bonne électricité, une bonne quantité. Donc ça devrait passer. Il y en a un peu moins que d'habitude, du fait notamment des décalages des programmes à cause du Covid qu'on ressent encore aujourd'hui. Et puis surtout, l'année dernière, on a trouvé la corrosion sous contrainte sur un certain nombre de centrales. Et ça, eh bien, on ne s'y attendait pas. Et donc, il faut traiter le problème. EDF le traite de manière absolument remarquable. Alors la perspective de coupure de courant ou de gaz cet hiver, on n'y est pas pour l'instant, préoccupe certains particuliers et certaines entreprises. Certains ont d'ailleurs déjà commencé à prendre leurs dispositions et pour cause, les ventes de certains produits sont en forte hausse. Pauline Sarafi avec Pierre-Emmanuel Bessé et Caroline Bertolino. C'est un geste que ce vendeur répète plusieurs fois par jour. Réapprovisionner les rayons pris d'assaut par les clients. Au moment où la France s'attend à de nombreuses coupures de courant, les Français anticipent. Donc des tables de cuisson ou un réchaud plutôt orienté camping. On va avoir des lanternes à gaz, à pile et à batterie. C'est des produits qui sont en forte augmentation depuis une dizaine de jours. Et pour cause, ce magasin spécialisé a réalisé des ventes historiques cette semaine. Le produit phare, la lampe frontale, vendue habituellement l'été. Les clients viennent nous dire en cas d'avoir quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens si jamais il n'y a pas d'électricité. Autre objet en vogue, la bougie. Dans cette boutique, les vendeuses voient apparaître une nouvelle clientèle. C'est vraiment du cadeau en fait de base. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, venir juste pour allumer une bougie, ne pas avoir à allumer la lumière le soir ou de peur qu'il n'y ait plus d'électricité, c'est complètement nouveau. On n'est pas du tout habitué à ça. Peu importe la couleur, la forme ou la senteur, les Français ont surtout peur du noir. Mais pas de panique, ces commerçants assurent avoir réapprovisionné leur stock. 15h11, dans l'actualité également, l'épidémie de Covid. La 9e vague est toujours en progression en France. Les derniers chiffres, regardez, 65 509 nouveaux cas en 24 heures. On va aller voir ces chiffres. Un taux d'incidence de 607 cas pour 100 000 habitants. Quant aux hospitalisations sur 7 jours, elles ont quasiment atteint les 7 000 hospitalisations. Concernant la vaccination du 1er au 7 décembre, il y a eu 67 236 rappels. Il y en avait eu un peu plus de 41 000, vous le voyez, la semaine d'avant. Le ministre de la Santé, François Braun, appelle tous les Français à se faire vacciner. Dans les faits, si on a moins de 60 ans, est-il possible d'avoir un rendez-vous, notamment en pharmacie? Élément de réponse avec Nicolas Laurent, Mathias Tesson et Hugo Dorsemen. Bonjour, je voulais savoir si vous faisiez des vaccins Covid. Alors oui, on en fait, mais on a un délai de 3 semaines minimum. 3 semaines d'attente dans cette pharmacie pour une dose de rappel. À l'approche des fêtes et avec la recrudescence du nombre d'infections, certaines officines manquent de doses. Pour ce pharmacien, les consignes gouvernementales manquent de clarté. Je suis à 3 sur 3 sur mon pass et mon dernier truc remonte à plus de 6 mois. Est-ce que ça marche ? Logiquement, même si vous n'êtes pas une personne censée être à risque. Ah, c'est pas clair. C'est pas clair. Ok. L'ordre des pharmaciens a demandé une clarification au gouvernement pour qu'on puisse étendre à tout le monde sans distinction. Il n'y a pas de réponse pour l'instant. D'ici 3 semaines, j'espère bien que la situation au niveau du gouvernement sera plus claire. Je pense que la question a été posée et je pense qu'ils attendent, je ne sais pas, je pense qu'il y a un problème de stock de vaccins, tout simplement, parce que sinon, ils ne peuvent peut-être pas dire qu'ils n'ont peut-être pas assez. Dans les 3 pharmacies parisiennes que nous avons testées, toutes ont accepté de vacciner notre journaliste. Mais l'appel du ministre de la Santé à un recours massif à la vaccination pose problème selon Éric Millon.
Aujourd'hui, tout le monde va avoir entendu que tout le monde peut se faire vacciner au bout de 6 mois. L'annonce se fait un vendredi. Nos commandes de stock de vaccins se font le lundi ou le mardi au plus tard. Nous n'aurons sûrement pas assez de stock de vaccins pour répondre aux besoins de la semaine prochaine. Ça va être compliqué, donc on sera d'office obligés, nous, de prioriser les publics. Certains professionnels dénoncent un manque d'anticipation du gouvernement. Pour l'heure, au niveau national, seuls 20% des plus de 80 ans ont reçu cette nouvelle dose de rappel. Corruption au sommet au Parlement européen. Une vice-présidente de l'institution, la grecque Eva Kaili, a été interpellée hier soir à Bruxelles et évincée de son parti, le Parti socialiste, dans son pays. L'eurodéputée est soupçonnée de corruption impliquant le Qatar. 4 autres arrestations ont également eu lieu ce matin. Que sait-on de ce dossier? Les précisions de Michael Denut, notre correspondant à Bruxelles. Eh bien, c'est un véritable coup de tonnerre ici à Bruxelles, dans le milieu européen, dans ce quartier ici derrière moi, en pleine Coupe du Monde, vous l'imaginez. La justice belge a en fait lancé une opération, une sorte d'opération main propre, retentissante. On sait que 5 personnes, dont une eurodéputée, ont donc été arrêtées. Des centaines de milliers d'euros ont été saisis en cash. On parle d'au moins 600 000 euros. Le Qatar est soupçonné d'avoir donc corrompu une partie de la politique européenne, soupçonné d'arroser quelque part le Parlement européen en gazodollars pour influencer bien sûr la politique. 2 personnes publiques, dont un ex-eurodéputé italien du groupe social-démocrate et un responsable de syndicat, sont notamment dans l'œil de la justice belge. Et puis surtout donc la vice-présidente en exercice, la grecque Eva Kaili, a été privée de liberté. Des assistants, un responsable d'ONG sont soupçonnés également ici à Bruxelles. 17 perquisitions ont été menées hier, notamment. C'est une enquête menée par le parquet fédéral belge. L'assistante aussi d'une eurodéputée belge, Maria Arena du Parti socialiste, est également visée. Des personnes qui sont bien sûr encore présumées innocentes, mais cette enquête fait en tous les cas scandale et grand bruit en plein mondial. Merci Michael Denut en direct de Bruxelles pour BFM TV. Bonjour Georges Malbruno, vous êtes grand reporter au Figaro, auteur de Qatar Papers. Cette question, pourquoi le Qatar a trouvé un intérêt, quel était son intérêt à influencer ces décisions économiques et politiques au Parlement européen précisément? Parce que le Qatar, c'est un mode opératoire qui ne lui est pas propre. D'ailleurs, d'autres pays du Golfe le font. Ils achètent de l'influence en s'attirant les bonnes grâces d'un certain nombre de députés donc européens, mais aussi, on l'avait révélé, nous, dans nos très chers émirs en 2016, des personnalités politiques françaises qui se voient proposer des cadeaux sous différentes formes. Et donc, oui, ils achètent de l'influence, mais ça, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, et c'est simplement, le Qatar, peut-être par rapport à ses voisins, le fait d'une manière assez extensive, si je puis dire. Mais moi, j'avais révélé en 2017 que Emmanuel Macron, lorsqu'il était allé à Doha en décembre de cette année-là, avait refusé les cadeaux que l'émir lui avait faits. Mais d'autres PFC, on l'a révélé aussi avec Christian Chesneau. Vincent Payon avait aussi refusé un cadeau. Bruno Dalle, l'ancien patron de Tracfin. Voilà. Et puis il y a ceux qui prennent les cadeaux mais qui les remettent au mobilier national, comme Bruno Le Maire ou un ancien haut gradé de l'armée française. Et puis il y a ceux qui les prennent. Et il y avait même ceux qui les réclamaient. Comme on le disait dans notre livre, nos très chers émirs. Donc voilà, le Qatar achète de l'influence comme ça, mais dans la corruption, vous savez, il faut être deux. Il y a le corrupteur et le corruptible. Ouais. Donc s'ils le font, c'est que des personnes acceptent de jouer le jeu. Ce qui interroge aussi, Georges Malbruno, c'est le timing, parce que cette affaire, elle éclate en plein mondial de foot au Qatar. Est-ce que c'est un hasard, selon vous? Ça, je ne sais pas si c'est un hasard. Effectivement, c'est un petit peu suspect, alors que le Qatar, comme vous le savez, avait été très critiqué avant la Coupe du Monde pour des raisons que vous connaissez, sur le sort réservé aux travailleurs étrangers, etc. Qu'à la surprise générale, le Qatar s'acquitte très bien de l'organisation de cette Coupe du Monde, ça se passe bien. Mais oui, mais je pense pas comment dirais-je, je pense pas que ça change radicalement la donne. Il faut bien voir que c'est un entre politiques, aussi bien à Bruxelles
qu'à Paris et ailleurs. C'est un secret de polichinelle. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une omerta autour de ce sujet. On n'en parle pas parce que beaucoup de personnes probablement sont concernées à des degrés divers. Et donc voilà. Mais ça, effectivement, ça jette une ombre assez crue sur ce petit pays. Et justement, Georges Malbruno, là, on parle du cas du Parlement européen. Est-ce que d'autres institutions pourraient être concernées également par ces soupçons de corruption avec le Qatar ? Je vous dis, nous, dans notre livre en 2016, nos très chers émirs, on avait donné les noms d'un certain nombre de politiques qui s'étaient vus proposer des cadeaux, qui eux-mêmes réclamaient des cadeaux. Je veux dire, il n'y a pas de raison que le Parlement européen soit la seule instance concernée par cette pratique. Après, il faut le prouver, et donc c'est plus compliqué. Mais certes, Bruxelles est une plaque tournante, effectivement, de la politique, évidemment, européenne. Mais vous savez, c'était, je crois, le Sunday Times qui révélait cet été que le futur roi d'Angleterre avait touché 3 millions d'euros d'un dirigeant qatarien, Hamad bin Jassem, l'ancien Premier ministre. Et ça a été corroboré par les services du prince Charles. Donc voilà, c'est une pratique déjà ancienne et qui effectivement est condamnable et qui doit être condamnée, mais qui existe encore. La guerre en Ukraine, avec cette dernière sortie surprenante de Vladimir Poutine en marge d'un sommet régional au Kirghizstan. Il faudra au final trouver un accord. C'est ce que dit Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, pour mettre fin au conflit en Ukraine. Voilà, c'est une sortie qui peut évidemment surprendre. Est-ce qu'il faut croire Poutine? Est-il prêt à négocier vraiment? Toute là est la question, bien sûr. Sur le terrain, dans le Donbass, la bataille de Bakhmout, ville désertée de ses habitants, continue de faire rage. Des quelques 70 000 âmes avant la guerre, il ne resterait plus que quelques milliers de personnes terrées dans des abris pour se protéger des frappes russes. Et plus aucune école ne dispense de cours. La majorité des élèves et des professeurs ont fui. Benoît Ballet et Joanne de Marle ont rencontré l'une des professeurs de cette école, désormais abandonnée. Avant la guerre, l'école numéro 18 de Bakhmout était une école comme les autres. Mais face au risque de frappe russe sur le bâtiment, la plupart des élèves et professeurs se sont résignés à fuir la ville, à abandonner leur école. L'école numéro 18 de Bakhmout, la voici, elle est là, derrière moi. Et vous le voyez, elle est jusqu'ici préservée des bombardements, des impacts d'obus envoyés par les Russes. Mais nous entendons de nombreuses explosions. C'est bien la preuve que les combats sont tout proches, que les enfants de cette école et de la ville qui habiteraient toujours ici à Bakhmout sont bien en danger. C'est dans la ville de Poltava, à 250 km de Bakhmout et des combats, que nous retrouvons la professeure d'ukrainien de la classe 11B, Irina Volodymyrivna, s'y est réfugiée avec sa famille. C'est ici que j'habite pour le moment et que je travaille. Venez voir, je vous en prie. Son mari, sa fille, son chat et Irina vivent dans moins de 20 mètres carrés. Voilà ma classe. Tous les matins, j'allume mon ordinateur. C'est comme ça que je rejoins mes élèves. Bonjour. Bonjour Victoria, je suis heureuse de te voir. Au fil des jours et des cours, cette mère de famille ne peut que constater que certains de ses élèves sont en détresse. J'essaie de les convaincre qu'il faut qu'ils continuent à étudier, mais certains ne croient plus en leur avenir. C'est alarmant. Mais Irina s'inquiète aussi pour les enfants d'autres classes que la sienne, qu'elle sait rester à Bakhmout, et elle a un message pour leurs parents. Les parents ne devraient pas garder leurs enfants en otage à la maison. Parce que pour moi, on ne leur laisse pas le choix. Aux dernières nouvelles, selon Irina, 300 enfants habiteraient toujours à Bakhmout. Dans l'actualité sportive, à présent, la Coupe du Monde de football. Premier quart de finale de cette journée à 16h. C'est le Maroc qui affronte le Portugal. On va retrouver Noufissa Charaï, notre correspondante à Casablanca. Vous êtes sur une fan zone près du stade Mohamed V, où un écran géant est installé. On peut s'attendre à une énorme ambiance aujourd'hui? Oui, écoutez, je pense que vous pouvez l'entendre et la voir derrière moi. Il y a déjà des milliers de personnes qui sont réunies ici, au stade Mohamed V de Casablanca, pour suivre ce match historique. Et dites-vous que c'est toute la ville de Casablanca qui est barricadée, les boutiques sont fermées, les gens sont réunis dans des cafés qui diffusent le match. C'est tout le pays qui est aujourd'hui derrière les Lions de l'Atlas et qui espère une
Merci beaucoup, Noufissa Charaï, depuis Casablanca au Maroc pour BFM TV. Tout de suite, le journal du mondial spécial équipe de France. C'est le dernier quart de finale de ce mondial et sans doute le plus attendu entre la France et l'Angleterre. Deux des favoris de cette Coupe du Monde qui s'affrontent ce soir à partir de 20h. Les Bleus connaissent bien leur adversaire mais ne l'ont jamais affronté dans un match à élimination directe en Coupe du Monde. Un premier vrai test pour les joueurs de Didier Deschamps. Pour la plupart de nos joueurs, on les connaît très bien, on a l'habitude de les affronter. Pour d'autres, on les côtoie au quotidien en Angleterre. Il y a beaucoup de qualités dans le jeu, la capacité à marquer des buts, d'être dangereux sur les coups de pied arrêtés aussi. Donc, c'est pas par hasard que l'Angleterre sera là en face de nous. Du côté des Anglais, le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Déjà auteur de 5 buts depuis le début de la Coupe du Monde, l'attaquant français impressionne. Il a notamment brillé contre la Pologne en 8e de finale, délivrant une passe décisive et inscrivant un doublé pour envoyer la France en quart. Même si en conférence de presse, le sélectionneur anglais a préféré éluder le sujet. On parle bien sûr de Mbappé, mais c'est toute l'équipe de France que nous allons affronter. Nous sommes conscients de sa qualité. Deschamps a créé une équipe plus forte que les individualités. Nous devrons être à notre meilleur niveau pour gagner ce match. Pour ce choc face à l'Angleterre, l'équipe de France devrait logiquement se présenter avec le même 11 de départ que contre la Pologne en 8e de finale. La ligne défensive sera formée devant Lloris, de Koundé et Théo Hernandez dans les couloirs, avec Varane et Upamecano dans l'axe. Au milieu de terrain, Griezmann est à nouveau attendu dans un rôle de relayeur, avec Tchouaméni et Rabiot à ses côtés. Pas de changement non plus en attaque. Dembélé et Mbappé devraient logiquement entourer le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Olivier Giroud. Le vainqueur de ce duel très attendu entre la France et l'Angleterre affrontera ensuite le Portugal ou le Maroc pour une place en finale de ce mondial au Qatar. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, on va revenir sur l'agression de cet homme de 88 ans à Bezons, c'est dans le Val d'Oise, près de Paris. Il a été passé à tabac dans la cave de son immeuble. Les deux agresseurs ont été interpellés.